Bonjour, cher maître, honorable assistante. Je suis ravie d'être parmi vous pour la troisième fois à ces journées de sétif pour l'association Al-Hidab. On va s'intéresser aujourd'hui, on va aborder un thème intéressant sur le plan pratique qui consiste à l'approche personnalisée du traitement au cours de la maladie de Crohn. Voici mes objectifs pédagogiques. Donc, au terme de cette présentation, vous devriez connaître les algorithmes décisionnels dans la prise en charge de la maladie de Crohn, connaître les modalités de surveillance et les objectifs thérapeutiques une fois ces traitements instaurés. Et enfin, pour que ces traitements marchent et qu'il y ait une bonne réponse thérapeutique sans qu'il y ait des complications qui sont décrites au cours de l'histoire naturelle de la maladie de Crohn, il faut que le patient soit impliqué dans cette démarche thérapeutique. La maladie de Crohn est une pathologie inflammatoire qui touche le tube digestif de la bouche jusqu'à l'anus. Elle est caractérisée par une présentation et une évolution hétérogène. Quand on dit présentation hétérogène, on parle bien sûr des phénotypes qui peuvent être aussi bien donc une atteinte luminale, une forme sténosante ou pénétrante et fistulisante, mais aussi l'évolution qui est hétérogène. On peut avoir des maladies qui vont évoluer lentement et d'autres qui vont aller rapidement vers les complications. Ce qui explique ces complications, c'est cette inflammation qui est transmurale, au cours de la maladie de Crohn et qui va aboutir à une fibrose et à une destruction pariétale progressive. Source de complications type sténose et fistule qui sont décrites chez la moitié des patients après une dizaine d'années d'évolution. En l'occurrence, vous avez 10% des patients uniquement qui vont rester en rémission prolongée après la mise en route d'un traitement bien conduit. La deuxième particularité, c'est aussi la discordance clinico-endoscopique, c'est-à-dire que le patient, il peut rapporter une amélioration des signes cliniques, mais si vous allez jeter un coup d'œil par voie endoscopique, vous allez constater que les lésions continuent à évoluer, et donc ça ne veut pas dire que la maladie est en rémission. Pour cela, l'évolution dans le traitement a été marquée par un panel thérapeutique variable et on a de plus en plus d'armes thérapeutiques dédiées au traitement de la maladie de Crohn, mais aussi il y a des objectifs qui sont de plus en plus performants, de plus en plus perfectionnistes si vous voulez. On passe de la suppression des symptômes à la cicatrisation muqueuse endoscopique, voire à la cicatrisation transmurale qui a été, on va voir, c'est-à-dire elle a été exigée, si vous voulez, pour l'évaluation de cette maladie. Donc sur cette plaque, on va illustrer l'évolution ou l'histoire naturelle de la maladie de Crohn. Quand le diagnostic il est fait de façon précoce, avant l'installation d'une destruction murale qui va s'accompagner des complications type sténose et fistule. Ces complications sont souvent à l'origine d'une décision de prise d'une décision de chirurgie, c'est-à-dire le malade va être opéré, ce qui n'est pas évitable en réalité parce que vous avez la majorité des malades, 70% à peu près, qui vont avoir au cours de l'évolution de leur maladie au moins une chirurgie pour gérer ces complications. Les objectifs pour cela, les objectifs thérapeutiques visent à réduire l'inflammation et donc minimiser ces complications, minimiser le recours à la chirurgie, les hospitalisations, la morbimortalité liée à la chirurgie et donc systématiquement une amélioration de la qualité de vie des patients. Pour illustrer ce concept de treat to target,
on va aborder le cas un cas clinique de vraie vie de Madame BN, âgée de 55 ans, qui présente une maladie de Crohn iléale terminale étendue sur 25 cm, qui n'est pas compliquée, c'est-à-dire il n'y a pas de sténose, il n'y a pas de fistule et sans manifestation extradigestive. Elle a été révélée par une diarrhée chronique. Et là, je vais vous poser la question, devant ce profil, quel est le choix thérapeutique que vous allez préconiser? Qui est pour la mise en route d'une corticothérapie, puis d'un traitement immunosuppresseur. Oui. La mise en route d'un traitement anti-TNF d'emblée. Et enfin, la prise en charge chirurgicale. Personne pour la chirurgie. Non. Alors, pour la prise en charge de la maladie de Crohn, pour prendre la décision du traitement qui doit être adapté au cas par cas, il faut connaître les facteurs de risque pour essayer de stratifier ces patients. Donc, en l'absence de facteurs de risque, on opte pour la stratégie de step-up, c'est-à-dire on va commencer par les traitements immunosuppresseurs ou corticoïdes pour la maladie de Crohn, au lieu d'aller vers le top-down en présence d'un ou plusieurs facteurs de risque. L'objectif, c'est de contrôler la maladie et de diminuer les complications. Donc, je vous rappelle les facteurs de risque qui se répètent à chaque présentation. C'est le tabagisme, la forme du sujet jeune, pédiatrique ou inférieur à 40 ans, l'atteinte haute qui comprend l'atteinte jejunale, les atteintes gréliques étendues, la rectite sévère et les ulcérations profondes qui constituent des signes de gravité endoscopique. Bien sûr, la présence de lésions anopérinéales, c'est indiscutable pour la mise en route d'un traitement agressif ou bien d'un traitement anti-TNF. Bien sûr, après la prise en charge de ces LAP par voie chirurgicale, le drainage. Et bien sûr, les formes compliquées de sténose ou de fistule. Les autres marqueurs qui ont été soulevés au cours des études sont les marqueurs sérologiques. La présence des ASCA, parce qu'on ne les dose pas dans la pratique courante, mais si elles sont réalisées, elles sont positives, il faut savoir qu'ils sont accompagnés d'un mauvais pronostic, c'est-à-dire parmi les facteurs péjoratifs d'évolution de la maladie de Crohn. Les autres marqueurs pharmacogénétiques, on ne dispose pas à notre niveau, donc on va pas en parler. Donc, quel est le choix thérapeutique que vous avez choisi? Donc, c'est la corticothérapie avec les immunosuppresseurs. C'est la réponse de la salle et c'est bien. Donc, sur cette plaque, c'est le principe, ça illustre donc le principe de treat to target. Il faut se fixer des objectifs thérapeutiques. Donc, on est devant une maladie de Crohn. Il faut essayer de traiter de façon précoce, de se fixer des objectifs à atteindre. Si cet objectif n'est pas atteint, il faut aller optimiser la prise en charge pour essayer d'atteindre ces objectifs. Voilà. Pour le moment de l'évaluation, on va le voir au fur et à mesure sur notre présentation. La patiente a été mise sous Immurel comme traitement de fond et malheureusement, comme effet secondaire, elle a présenté une pancréatite aiguë et vous savez très bien que c'est une complication qui contre-indique la remise de l'Immurel. Et dans ce cas-là, que proposez-vous à notre malade? Le 6-1P, qui est un dérivé de la même famille de l'Immurel, les anti-TNF ou bien la chirurgie. La première proposition, non. Non, parce que la pancréatite, c'est une contre-indication de remettre et l'Immurel et le 6-1P. Les anti-TNF, qui est pour la mise en route des anti-TNF? Oui. Et la chirurgie? La chirurgie, personne n'est pour la chirurgie? Non?
Alors méfiez-vous, la chirurgie peut être une option, une alternative thérapeutique dans ce cas-là, parce qu'il s'agit d'une, selon les recommandations d'ECO 2024, c'est une atteinte iléale terminale limitée inférieure à 40 cm. Donc on avait dit que c'est une maladie qui avait une iléite sur 25 cm, elle était non compliquée, c'est-à-dire on n'a pas mis en évidence de sténose ni de fistule à ce stade-là. Et il faut savoir que la chirurgie reste une alternative thérapeutique après un échec d'immunosuppresseur ou bien dans ce cas-là pour la malade où on ne peut pas mettre cet immunosuppresseur. Sur la même étude, il faut être rassuré parce que cette chirurgie précoce, donc on avait tendance à dire qu'il faut minimiser les résections pour éviter les complications et le risque d'une deuxième chirurgie. Mais sur cette étude, lyrique, le pronostic après cette première chirurgie n'est pas aggravé. Il n'y a pas de sur-risque de faire une deuxième chirurgie au long cours. Et peut-être même ça permet de retarder le recours aux anti-TNF. C'est-à-dire un patient on a blanchi sa maladie, surtout à notre niveau, on n'a pas beaucoup d'armes thérapeutiques disponibles. On a 2 anti-TNF pour le moment qui sont disponibles et d'utilisation, c'est-à-dire courante. Donc la chirurgie reste une option thérapeutique. Voilà, si vous voulez, le papier sur l'ECO 2024. On a discuté avec la patiente le choix thérapeutique. On avait dit au départ qu'une fois on a fixé les objectifs thérapeutiques, il faut essayer de les atteindre en choisissant le meilleur traitement, mais aussi en impliquant le malade dans cette décision. La patiente était catégorique, elle a refusé la chirurgie et donc on a choisi l'adalimumab comme arme thérapeutique. Maintenant, comment vous allez évaluer la réponse thérapeutique chez cette patiente? Est-ce que vous allez vous contenter de la réponse clinique et biologique à 3 mois, à la réponse endoscopique à 6 mois, ou bien vous allez être utopique et viser la cicatrisation transmurale évaluée par l'échographie à 6 mois. Oui. Qui est pour l'évaluation clinique et biologique à 3 mois? Oui. La cicatrisation muqueuse à 6 mois? Oui. Et la cicatrisation transmurale par échographie à 6 mois? Donc, voilà. Réellement, toutes ces réponses sont justes. Maintenant, on va détailler le moment de l'évaluation clinique et biologique, de l'évaluation endoscopique et de la cicatrisation transmurale qui constitue donc le principe de cet arsenal thérapeutique. Déjà, la réponse clinique, il faut connaître que les plaintes cliniques, on a 2 types. Bien sûr, dès que vous instaurez un traitement, après la phase d'induction, en principe, on a une réponse primaire. Et cette réponse primaire, elle est évaluée après la phase d'induction, qui correspond à 8 semaines pour l'adalimumab et à S14 pour l'infliximab. La réponse primaire, donc, en principe, on a une réduction des symptômes liés à la maladie, c'est-à-dire des symptômes objectifs, la douleur abdominale et les diarrhées pour ce qui est la maladie de Crohn. Ça, c'est pour les PRO2. Cette réponse va être évaluée à 3 mois. Donc, jusqu'à 2-3 mois, vous allez avoir cette amélioration clinique. Alors que le retentissement sur la qualité de vie en matière de fatigue, anxiété, dépression, handicap fonctionnel et productivité individuelle et insertion dans le milieu professionnel et social, ça prend du temps parce qu'on a besoin d'accepter sa maladie, d'améliorer ses symptômes, d'avoir une bonne cicatrisation pour que ce malade s'insère sur le plan professionnel et social. Quant aux marqueurs biologiques,
Vous avez deux marqueurs, la CRP qui n'est pas spécifique, et vous avez le marqueur. Tout à l'heure, le professeur Meddah avait parlé de l'impact de la calprotectine fécale et elle a révolutionné, si vous voulez, la surveillance de ces Mickey. Et vous avez cette plaque qui illustre cette valeur prédictive négative, et avec les cutoffs de 250 pour les patients non opérés et 100 microgrammes par gramme pour la rémission profonde chez des patients opérés. Bien sûr, si vous avez une calprotectine qui est inférieure à 250, c'est une bonne corrélation. Si vous allez faire une endoscopie, vous allez voir une cicatrisation des lésions muqueuses. Sur le plan endoscopique, l'évaluation endoscopique, elle se fait. Bien sûr, cette évaluation biologique, on avait dit que ça va se faire entre le 3e et le 6e mois. Sur le plan endoscopique, l'évaluation endoscopique, ça dépend de l'arme thérapeutique qu'on a choisie. Donc, au départ, quand on mettait l'Immurel, l'évaluation, on sait très bien que l'Immurel va mettre du temps pour agir, et pour avoir une cicatrisation visible sur l'endoscopie, il faut patienter jusqu'à la première année. Donc, il faut aller jusqu'à 1 an. Et les anti-TNF, vous avez de 6 mois à 8 mois, ça dépend de la molécule. Et pour les nouvelles thérapies, retenez que l'ustekinumab, qui est un anti-L12 23, il va rejoindre les anti-TNF dans le délai de cicatrisation, et vous aurez besoin d'un contrôle endoscopique au bout du 6e mois, alors que le Vedo, qui est une anti-intégrine qui vient d'être validée dans le traitement de 2e intention dans la maladie de Crohn, nécessite quand même une évaluation tardive à 1 an. Il faut savoir que c'est quoi cette rémission endoscopique. Elle est définie par quoi? Elle est définie par tout simplement la disparition des ulcérations muqueuses. Au départ, ils ont proposé des scores pour juger de cette rémission endoscopique, mais après, selon le consensus TRIDE, on s'est donc contenté à cette définition plus simple, qui est la disparition des ulcérations muqueuses. Bien que la persistance d'un érythème marqué ou de lésions aftoïdes n'élimine pas n'exclut pas cette cicatrisation. C'est-à-dire, si vous avez un malade qui avait des lésions inflammatoires étendues avec des ulcérations assez profondes, l'idéal, c'est de voir le nettoyage de toutes les lésions. Mais si on passe de ça à ça, une persistance d'un érythème ou de lésions vraiment aftoïdes, on accepte selon les recommandations, c'est acceptable. On passe à l'objectif. L'idéal, c'est d'avoir une cicatrisation transmurale qui est évaluée par l'imagerie. Au départ, l'imagerie, elle a été utilisée, l'IRM, et en l'absence de sténose, même la vidéocapsule comme moyen, c'est-à-dire morphologique, ont été utilisées pour examiner les parties qu'on ne peut pas accéder, qu'on ne peut pas examiner par l'endoscopie. Ensuite, on avait remarqué que cette évaluation correspondait à une rémission transmurale. Et c'est le cas de l'échographie aussi, qui est actuellement validée. Et pour parler d'une cicatrisation transmurale, on exige une épaisseur pariétale inférieure ou égale à 3 mm sans signal Doppler. Le signal Doppler ou bien la prise de contraste à l'IRM sont des signes d'inflammation. Et bien sûr, on ne peut pas juger d'une rémission, une rémission morphologique en présence d'une sténose ou d'un abcès ou d'une fistule qui témoigne de complications. Donc, si vous avez à l'imagerie une épaisseur qui ne dépasse pas les 3 mm, il n'y a pas de rehaussement ou bien ça ne prend pas le Doppler et qu'il n'y ait pas de sténose, d'abcès ou de fistule, vous pouvez vous contenter de l'échographie et dire que c'est une bonne cicatrisation muqueuse.
Ça, c'est un récapitulatif. Et ensuite, on a vu que la patiente était suivie en HDJ. Elle a bien répondu à l'adalimumab au départ, avec une rémission clinique et une diminution des symptômes à 50%. Donc, 50% des symptômes ont disparu. La calprotectine, elle s'est négativée et le traitement a été maintenu à raison de 40 mg chaque 15 jours. Après, c'est le cas de la plupart de nos malades, quand ils se sentent bien, ils ne reviennent pas. La patiente a été perdue de vue pendant 3 ans et elle a consulté pour des symptômes subocclusifs évoluant depuis plus de 3 mois. Donc l'évaluation a été faite, la calprotectine s'est positivée, la sténose a été mise en évidence aussi bien sur la coloscopie qu'en entéro-IRM. Il s'agit d'une sténose iliale terminale étendue sur 11 cm qui se rehausse de façon modérée avec une dilatation d'amas qui dépasse les 30 mm. Et donc, vous allez conclure à une perte de réponse secondaire, ce qui est décrit dans 20% des cas à une année sous adalimumab. Donc, quelle sera votre décision thérapeutique? Est-ce que vous allez tenter une dilatation endoscopique, une optimisation du traitement, ou vous allez opter pour la chirurgie? Rapide. Ouais. Donc, pour répondre à cette question, on a utilisé les critères de Créole que vous connaissez. Et la patiente a été opérée et a bénéficié d'une résection iléocécale avec une anastomose iléocolique. Les suites opératoires, il y a eu un retard à la mise en route du traitement anti-TNF à cause du bilan qui n'a pas été réalisé. Et la patiente revient encore une fois en consultation en complications type abcès de la fosse iliaque et une fistule entéro-entérale. Donc, quelle était la conduite à tenir? C'était de soit drainer et mise en route d'antibiotiques, puis opérer la malade 2 à 4 semaines après, ou bien mettre des antibiotiques et drainer, et ensuite mettre des anti-TNF. Donc, les indications formelles de la chirurgie en cas de fistule, c'est la fistule entérocutanée, les associations à une sténose et l'abcès développé sous anti-TNF. Et pour conclure, les guidelines constituent la pierre angulaire dans la prise en charge de la maladie de Crohn. Le traitement doit être instauré de façon précoce pour optimiser la réponse thérapeutique. Cette dernière doit être régulièrement évaluée afin d'adapter le traitement si la cible n'est pas atteinte. Et l'objectif de ce concept est de réduire les complications évolutives et surtout améliorer la qualité de vie. Et je vous remercie. Merci, Dr Boudoucha.